Bonjour, je suis Paul Menant, cofondateur de Design Club, un collectif international 100% design et research. Grâce à la force du nombre, on accélère les projets de nos clients et la carrière de nos membres. Je t'encourage à nous découvrir sur notre site designclub.global. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent, tout en partageant leurs bonnes pratiques et recommandations. Enfin, si tu apprécies notre démarche et ce podcast, tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et t'abonner à l'émission pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. L'expérience podcast est incroyable et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Allez, c'est parti. Vous avez laissé votre manteau au vestiaire ? Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, nous recevons Pierre-Olivier Dubois, responsable de l'innovation soutenable au sein de la direction Design Group chez Orange et le nouvel invité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement d'avoir répondu positivement à mon invitation. Pierre-Olivier, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation, Paul. Écoute, c'est un vrai plaisir. Aujourd'hui, on va discuter de design circulaire, d'éco-responsabilité et de comprendre un peu comment on arrive à l'intégrer dans un grand groupe comme Orange et cette tâche, comment voilà, tu arrives à la faire évoluer. On va aussi comprendre ton parcours et puis enfin, on terminera sur quelques recommandations pour peut-être mettre en place le design circulaire, l'éco-conception au sein de son design. Et puis aussi terminer sur mes deux questions les plus complexes, tu sais, avoir un film et un album de musique. Ça te va ? C'est parfait, je me laisse guider. Allez, let's go. Bon, tu connais déjà un peu la question, mais je te la repose. Toi, à quel moment tu découvres le design dans ta vie ? Écoute, sur les bancs de l'école, j'ai envie de te dire, assez tôt, je me suis retrouvé confronté à des objets du quotidien que j'arrivais pas à trouver, et assez vite m'est venue l'envie de créer ces objets ou de créer ces artefacts que j'arrivais pas à trouver et je me suis dit que cette carrière-là, j'avais envie de l'embrasser. Ok. Et donc, quel type d'études tu fais ? Raconte-nous un petit peu comment tu te formes. Et est-ce que déjà le design, tu nous l'expliques là, c'est la façon dont tu le découvres, mais est-ce que c'est surtout physique ? C'est ce que je comprends, industriel, et pas vraiment digital ? Oui, enfin, c'est passé par plusieurs chemins. Il y a eu effectivement la partie design industriel, mais il y avait aussi la notion de service derrière et quand je disais produit, c'était au sens large du terme, hein, c'est tout ce à quoi on est confronté comme complications ou problèmes dans la vie pour lesquels il n'y a pas de réponse disponible. Donc quelque part, c'est même un peu le statut entrepreneurial qui se cache derrière. Mais donc cette envie de régler des problèmes, de problem solving qui fait partie des phases amont de design. Comment est-ce qu'on adresse ça finalement ? Ok. Et donc justement, tu parlais d'entrepreneuriat. Ta carrière jusqu'à arriver chez Orange, tu vas avoir une période en tant qu'entrepreneur. Raconte-nous un peu ton parcours jusqu'à arriver chez Orange. Et en plus, tu sais, moi, je suis assez attaché à ce rôle de designer entrepreneur, peut-être avec un focus sur cette partie-là, sur ce que tu as pu créer. Ouais, alors rapidement, j'ai démarré mes deux premiers postes, en fait, c'était dans des startups, dont une que j'ai cofondée. Ensuite, en fait, j'ai passé mon début de carrière à naviguer entre grands groupes et entrepreneuriat. J'ai envie de dire, j'ai basculé tout le temps de l'un à l'autre. Je suis passé par Accenture, je suis passé par le groupe Lagardère aussi pour les grandes entreprises, jusqu'à atterrir
chez Troisième Œil Studio, qui était une agence des designs où on faisait tout un tas de designs différents, de la 3D, on faisait du jeu vidéo aussi, on faisait évidemment du digital, des sites web. Donc c'était extrêmement varié. Et puis ben, c'est après mon expérience de Troisième Œil pour lequel j'ai développé notamment les activités de télévision interactive, puisque c'est ce que je faisais pour Accenture juste avant, pour Orange, et c'est ça qui a fait la bascule chez Orange à ce moment-là. Et donc je suis rentré chez Orange par une entité qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait l'Explocentre, qui était une entité qui faisait, qui fonctionnait déjà en mode startup à l'époque. C'était en mode startup à l'intérieur d'Orange, donc c'est ça qui m'a séduit. Où finalement on traitait des sujets avec les capacités, les fonds d'Orange. Donc, ce qui m'a plu, c'est que j'allais plus avoir à faire le tour des business angels, des capital risqueurs pour essayer de promouvoir une idée, puisque du coup, on pouvait s'appuyer sur les fonds d'Orange, mais en gardant vraiment un modèle lean startup. Donc, on était dans des petits studios près du Trocadéro où on avait des équipes avec un marketeur, un designer, un profil technique, un user researcher, et on devait pousser les idées, et on passait tous les mois auprès du COMEX Ah ouais. pour leur pousser des idées. Ouais, donc cette entité, elle était rattachée directement au COMEX. Et Super intéressant. donc c'était beaucoup de pression, mais c'était assez fantastique. Et on avait l'accès direct au COMEX, et on était vraiment en mode startup. Et la boss de l'époque avait réussi à négocier des passe-droits pour ne pas alourdir le mode de l'organisation et aller assez rapidement sur une capacité à délivrer. Par exemple, pour travailler avec tel ou tel prestataire, on n'était pas obligé de s'encombrer avec les achats groupes, de faire référencer le prestataire, etc. Donc, donc on avait un mode opératoire qui était assez distinct de tout ce qui se faisait dans le groupe. Donc voilà, c'est l'ensemble de cette idée, moi, qui m'a séduit à ce moment-là. Et donc, Ouais, je comprends, c'est clair. Et en plus, en tant qu'ancien entrepreneur, etc., ça faisait vraiment sens dans ton parcours. En plus, la fameuse, comme tu disais, le design sur la télévision, etc. Ouais, c'est très clair. Et justement, je dirais le mindset euh, et tes convictions d'éco-conception, quand est-ce que ça naît chez toi et est-ce que tu arrives à les mettre en place assez rapidement dans ton métier? en fait, c'est arrivé assez tôt. Aujourd'hui, on a un nom pour ça, comme tu sais peut-être, hein. Il y a ce qu'on appelle les profils transféreurs. Donc, c'est des gens qui ont des convictions écologiques fortes dans leur vie privée et qu'ils essayent d'amener dans leur environnement professionnel. Ça a été étudié sociologiquement, donc je fais partie de ces profils-là. Donc moi, ça fait un paquet d'années que je suis un écologiste convaincu, et que j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans un autre podcast, je sais pas, mais c'est pas le sujet du jour. Et en tout cas, je me retrouvais en dissonance cognitive et pas tellement aligné avec ce que je faisais dans mon travail. Donc j'ai fini chez Orange par créer en fait une proposition de création d'une activité, d'une entité pour porter le design circulaire. Mais ça, c'est, je me permets, je te coupe, mais Je t'en prie. c'est intéressant quand même d'en parler parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont un petit peu dans dans ce moment-là aussi peut-être de leur vie, de se dire, bah, tiens, j'aimerais que mes convictions écologiques, enfin, ça puisse se projeter au quotidien et même dans mon travail pour justement essayer de minimiser cette distance cognitive, je ne sais plus comment tu l'as expliqué. Dissonance. Ouais. Cette dissonance, pardon. Voilà. Cette dissonance cognitive, j'y étais presque. Toi, ce que tu as fait, c'est que, entre guillemets, tu t'es
as fait ce que tu sais toujours faire, entreprendre. Tu as entrepris en tout cas, tu as proposé une proposition de valeur C'est ça. autour de tout ça. J'ai fait ce qu'on appelle du Tu es job venu avec ton crafting. PowerPoint, ta vision. C'est ça. J'ai fait du job crafting. J'ai essayé de créer mon propre poste avec une vision de ce qu'il fallait faire, dont on aura peut-être l'occasion de parler juste après. Et donc du coup, j'ai été voir la direction RSE Group, la direction design à laquelle j'appartenais, la direction marketing, et puis l'affaire s'est faite là où j'étais. Donc ça, c'est donc au niveau de la Banco, direction et RSE Group. entre guillemets, ils ont signé. Ils ont signé. C'était aussi, Ouais. ouais, j'allais dire, c'était aussi un moment où les entreprises, elles prennent aussi de plus en plus conscience de la situation, même si on aimerait toujours que ce soit toujours mieux, mais malgré tout, tu profites un petit peu de tout ça, mais à la Absolument. fois, tu arrives aussi avec une vraie proposition de valeur et d'essayer d'expliquer comment toutes ces convictions vont pouvoir créer de la valeur et pas uniquement financière. Et ça, on en parlera, j'imagine, un peu plus J'espère bien. dans la suite du podcast. C'est ça? C'est ça, mais donc effectivement, il y avait un écho chez l'ensemble des interlocuteurs que j'ai rencontrés à l'époque parce que comme tu le disais, j'ai surfé sur la vague. C'était un moment où on parlait de plus en plus de la crise, des enjeux écologiques voilà, de l'impact que ça allait avoir pour les entreprises et l'ensemble des humains et du vivant d'ailleurs. Et donc oui, ça faisait écho et l'idée d'arriver avec des solutions et pas des problèmes, évidemment, Ouais. ça résonne chez les gens. Donc avec quelque chose de structuré qui permet d'adresser la problématique. Donc Et c'est donc, ça qui fait que j'ai eu le là, go pour y aller. trop bien. Justement, raconte-nous ce que tu as créé, comment maintenant ta proposition de valeur évolue, et puis comment tu accompagnes les équipes pour y intégrer encore plus d'éco-conception, de design circulaire, Ouais, alors plein de effectivement, notions comme ça. la proposition de valeur a évolué au fil du temps, puisqu'il faut rester toujours en phase avec l'actualité et les changements de l'écosystème autour de nous. Donc, j'ai démarré par le design circulaire pour évoluer ensuite vers le design responsable et dernièrement par ce qu'on appelle maintenant le ESG by design, la terminologie qui a été popularisée. ESG, tu peux nous Ouais, donc le l'expliquer E c'est aux pour auditrices et l'écologie. auditeurs? Le E, c'est pour l'écologie, le S, c'est pour le social et le G, c'est pour la gouvernance. Donc, en fait, c'est le prolongement des activités RSE qu'on menait avant dans les entreprises, auxquelles on vient ajouter cette notion de gouvernance, puisqu'il va falloir, dans le cadre de la CSRD, donc de la directive européenne sur la durabilité des entreprises, piloter ces activités-là et pour atteindre des résultats et notamment viser la neutralité carbone. Et donc il y a aussi évidemment le volet social à l'intérieur duquel on trouve l'accessibilité. Et donc là aussi, il y a un cadre réglementaire qui évolue avec là aussi des directives européennes qui doivent être déclinées pays par pays. Et donc là, il y a la directive accessibilité qui va s'imposer à l'ensemble des entreprises en juin 2025 de cette année. Donc il y a un coup près qui arrive assez vite et les choses sont en train de bouger. Mais pour répondre au début de ta question, l'idée pour moi, c'était à partir du moment où je restais à l'intérieur de la direction Design Group, qui est une direction opérationnelle et qui accompagne les équipes projets dans le processus de conception, c'était avant tout de proposer un accompagnement opérationnel des équipes et des projets. Donc à la fois de les aider à monter en compétences, mais de les accompagner au day-to-day dans les projets. Donc pour ça, il a fallu construire une offre de service dont on aura peut-être l'occasion de parler après. Donc, pour répondre à des besoins qui peuvent être plus ponctuels d'accompagnement jusqu'à de l'accompagnement de bout en bout. Donc voilà, juste pour déflorer un peu le sujet, il y a un speed consulting sur un format de 45 minutes qui a été proposé, des ateliers stratégiques pour intervenir à des moments clés d'un projet pour adresser des enjeux bien spécifiques.
etc., etc., jusqu'à évidemment de l'accompagnement de bout en bout avec un processus, une méthodologie qui a été élaborée, sans oublier la prise en compte du facteur humain qui est extrêmement important sur ces sujets-là, qu'il est de manière générale dans le design, mais qu'il est encore plus sur ces sujets-là, puisque il y a un shift culturel à opérer pour l'ensemble des parties prenantes qui sont impliquées sur le projet. Donc il y avait ce volet opérationnel, et puis comme je viens de le dire, il y avait aussi la construction et la diffusion de toute la design practice, du cadre méthodologique. Et donc là, il a fallu construire une toolbox, des guidelines, des principes de conception, des design principles. On a publié des guides de bonnes pratiques, qu'on a mis à disposition sur design.orange.com. On s'est aussi inséré dans le design system d'Orange pour proposer des bonnes pratiques dans une rubrique spécifique, et également de manière contextuelle en s'adossant à chacun des composants. Donc pour chaque fois qu'on vient dans le design system convoquer un composant, on explique quelles sont les bonnes pratiques pour la mise en œuvre de ce composant dans le processus de conception. Donc ça, c'était le deuxième volet d'activité. Donc un volet vraiment opérationnel avec une offre de service, un volet construction de la design practice et mise à disposition de tous les assets pour que finalement les gens puissent s'en emparer et monter en autonomie sur le sujet. Ah oui, j'ai oublié, j'ai construit aussi 4 formations avec l'école de design, l'école interne d'Orange, donc qui s'appelait Orange Innovation Schools, qui s'appelle Orange Campus Tech aujourd'hui. Donc des formations sur plutôt le volet amont du processus, donc pour toute la partie design thinking et design de service, et puis des formations sur la partie plus aval, donc UX, UI, et puis également la partie produit. Et puis pour finir le périmètre d'intervention que j'avais proposé, il y avait également évidemment la coordination avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème, puisque le design ne travaille pas tout seul, hein. Le processus de conception, c'est un processus pluridisciplinaire, et donc on travaille avec d'autres profils de métiers, et puis il y a des directions RSE à toutes les échelles de l'entreprise aussi. Donc au sein de la direction à laquelle j'appartiens, qui est Innov, mais il y a également une direction RSE Group, et puis il y en a un peu dans toutes les entités. Et puis il y a le marketing, et puis il y a la technique. Il faut se coordonner avec tout ce petit monde-là, sachant qu'il y a des initiatives comme la mienne un peu partout dans le groupe. Et par exemple, au sein des équipes techniques, il y a un centre d'expertise d'éco-conception logicielle, et donc qui eux aussi publient des guides de bonnes pratiques. Donc il a fallu qu'on se coordonne pour qu'on soit aligné sur la manière d'aborder le processus de conception, pour qu'on n'ait pas un discours dissonant, et que surtout ce soit complètement complémentaire. Une ponctuation pour t'informer que Design Club peut t'accompagner dans le recrutement de ton équipe design ou research. Nous saurons te trouver la perle rare en freelance ou en CDI. Enfin, si tu galères à mettre en place une recherche utilisateur multi-pays, sache que grâce à nos user researchers locaux qualifiés et un peu partout dans le monde, on saura le faire en quelques jours. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global. Merci de ton attention et bonne écoute. Ok. Et en fait, juste pour donner un petit peu de vision sur la réalité du quotidien quelle est ton intervention lorsque tu fais l'accompagnement opérationnel, ça veut dire que, je sais pas, imaginons, je suis product manager d'un projet, par exemple la télévision Orange, et j'ai envie, ou en tout cas j'entends parler de ce que tu fais, et j'imagine ta présence pour nous aider à proposer des interfaces qui soient éco-conçues. C'est un petit peu ça, ou ça va même beaucoup plus loin de se dire non, ça là, va je beaucoup pensais plus juste loin. interface. Ouais. Est-ce que tu peux justement peut-être nous expliquer un peu quotidiennement ce que ça veut dire en fait? Ouais, Juste pour dire que peut-être qu'il y ait des gens qui se projettent à se dire tiens, ok, c'est peut-être ça que je peux créer aussi, tu vois. non, la difficulté, ça a été justement de regarder comment est-ce qu'on transformait l'ensemble de la chaîne de valeur du design avec l'ensemble des métiers du design. Donc, on parlait de design thinking, de design de service, du UX design, de design produit, du UI design. Donc, c'est tous ces métiers-là qui doivent à la fois faire un shift culturel et adopter des nouveaux gestes métiers.
Donc c'est pas juste l'interface. Et j'ai même envie de dire c'est plutôt moins l'interface que tout ce qui va se passer en amont, puisque tout ce qu'on va faire dans le deuxième diamant, donc la phase de production, on va plutôt être sur de l'atténuation de notre impact, atténuation qui va être intéressante évidemment à faire. Mais là où on va avoir le plus d'impact positif, c'est dans la phase de design thinking, hein, dans le premier diamant du processus de design circulaire, où on va poser les questions d'utilité du service dans sa globalité ou d'utilité d'une fonction dans un périmètre fonctionnel. Et donc, on va aller challenger tout ça. Et même avant tout ça, il y a l'élaboration d'une proposition de valeur à impact. Donc ça passe par un processus avec, on va venir convoquer des outils comme les business models Canva Impact, donc des circulaires Canva ou des business models à impact régénératif pour régénérer les écosystèmes. Et donc le niveau d'impact positif, finalement, on va le décider avec le client. Donc le client qui vient nous voir, il y a une phase de qualification pour répondre à ta question, pour comprendre quel est son besoin. Dans cette phase de qualification, on travaille en maïeutique, hein, donc on essaye de se comprendre, de s'appréhender l'un l'autre et de voir quel chemin on peut faire ensemble pour justement élaborer la meilleure proposition d'accompagnement. Il y a des personnes qui ont des besoins, justement, ils veulent aller que sur l'interface, ils veulent que ce soit un périmètre extrêmement défini. Il y en a qui sont plus ouverts et qui sont sensibles à tout le discours que je viens de porter sur le questionnement sur l'utilité, sur analyser les risques, les impacts qu'on peut avoir au niveau de la proposition de valeur qu'on a, et donc d'y réfléchir avec eux. Donc en fait, ça va être extrêmement variable. Et puis il y a aussi une notion de temps et de moyens qui vont faire qu'on va aller plutôt sur des formats d'accompagnement ponctuels, comme je les ai évoqués un peu tout à l'heure. Donc on peut juste faire des ateliers stratégiques d'une demi-journée, hein, encore une fois pour traiter des questions spécifiques. Donc ça peut être un atelier de questionnement sur la responsabilité ou un atelier pour optimiser l'interface plus en aval. Donc après on a une dizaine d'ateliers qu'on propose où vous vraiment faire de l'accompagnement de bout en bout jusqu'à de la transfo où là on va demander au codir de s'engager à nous accompagner dans cette transfo, parce que là c'est un chiffre culturel dans lequel on va mettre de la formation, dans lequel on va faire du mentoring, et on va aider le demandeur, le commanditaire à adopter sa propre toolbox, ses propres KPI, ses propres critères RSE en regard de ce que le groupe Orange demande, évidemment, hein. Et ouais, bien sûr. Et du coup, on va les accompagner de bout en bout jusqu'à délivrer le produit ou le service qu'on aura pris soin d'améliorer. Et est-ce que justement, tu as peut-être un ou deux exemples de services, alors peut-être pas ceux sur lesquels tu avais travaillé au cours de la dernière année ou les projets top secret, mais est-ce que tu as un ou deux projets comme ça où tu peux te dire, bah tiens, entre guillemets, grâce à notre intervention, le projet partait dans ce sens-là, on l'a un peu réorienté avec une vue éco-responsable et d'impact en fait. Ouais, en fait, ça joue à plusieurs, ça peut jouer de plein de manières différentes, et l'impact va être fonction du niveau d'effort qu'on va y mettre. Mais notre travail consiste aussi à planter pas mal de graines. Par exemple, si on prend même sur un format court de 45 minutes comme le speed consulting, pour rejoindre la question que tu me posais tout à l'heure avec quelqu'un qui vient nous voir d'Orange Business et qui travaille sur un portail qui va vendre des accessoires informatiques. Il vient nous voir avec une préoccupation de comment est-ce que je vais faire que mon portail va être dans sa partie UX et UI le plus green possible, on va le dire comme ça. On va l'accompagner dans les 45 minutes sur ce qu'il est possible de faire, en lui proposant notamment des ateliers d'une demi-journée pour faire ça sur un peu plus que 45 minutes, mais on va aussi le sensibiliser sur le fait que
l'impact, il va plutôt être sur le sourcing des produits qu'on va mettre en vente sur ce portail, sur la manière dont on va les proposer à la vente et accompagner l'utilisateur dans un choix plus green. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des critères RSE d'aide à la vente ou d'aide à, à la réalisation d'une vente plus green pour l'utilisateur. Et ça, derrière, ça veut dire aussi récupérer les infos des différents produits qu'on met en vente, donc les analyses en cycle de vie de chacun des produits. Ça veut dire que les fournisseurs, il faut qu'ils soient capables de nous les proposer. Et donc là, on voit qu'il y a toute une UX qui se dessine, mais qui s'appuie sur toute la construction d'une architecture et d'un modèle et aussi de partenariat finalement avec les fournisseurs. Donc en fait, on tire des pelotes et qui vont être importantes et on va pouvoir accompagner les clients à tirer ces fils et à exiger justement les analyses en cycle de vie des fournisseurs pour proposer cet accompagnement dans le processus de vente. Mais tout ça, c'est des choses qui vont avoir beaucoup plus d'impact, mais qui sont pas dans la tête du demandeur Ouais, ou du et c'est vrai que commanditaire au là, moment quand où il vient nous voir. Et il faut qu'il comprenne les ordres de grandeur entre je vais améliorer mon interface et je vais utiliser une typo système, je vais faire du dithering sur les images qui vont atténuer l'impact qu'il va avoir versus je vais sourcer un produit qui lui a une analyse en cycle de vie qui est très bonne versus des produits qui ont une analyse en cycle de vie catastrophique. Et là, l'impact il va être délétère. Donc c'est et c'est vrai que et c'est vrai qu'avec cet exemple, en fait, on imagine tout de suite, en effet, le projet A qui démarre, on fait, euh, on fait du copier-coller de ce qui se passe ailleurs en mode Shopify. Hop, on met on met tous les produits possibles qu'on peut vendre avec la mise en avant de leurs caractéristiques techniques, peut-être, je sais pas, le design visuel, etc. Alors qu'en fait, là, tu vas te dire, bah, OK, on peut travailler en effet sur les interfaces digitales déjà de façon éco-conçue. Peut-être que dans le développement, on va aussi travailler dessus pour que ce soit éco-conçu et qu'il y ait moins d'appels, des appels en base de données, etc., que ce soit des images ça. optimisées. Bref, il y a plein de choses pour que ce soit éco-conçu. Mais ça va pas que jusque-là. On va se dire, mais tiens, mais quel type de produit on vend? Est-ce qu'en effet, si c'est un produit peut-être avec avec une façon, enfin un produit qui a été créé, je dirais green pour être comme ça plus rapide, et ben peut-être qu'on va pouvoir mettre le mettre en avant plus facilement. Il y aura peut-être un highlight aussi en disant bah regardez ce produit-là, il a telle et telle spécificité, il a été fabriqué à tel endroit avec tel type de matériaux. Préférez peut-être celui-ci que le produit, pareil, un peu caricatural, chinois, de mauvaise facture, mais pas cher. C'est Et ça, en donc fait. là, on imagine tout de suite projet A, projet B, bah, la vision qui est totalement différente, quoi. Ouais, et comme je le disais, tu peux promouvoir les accessoires green, mais tu peux aussi construire dans ton parcours de vente de l'aide à la décision en définissant des critères. Il n'y aura pas que des critères green, comme tu viens de le dire. Il va y avoir effectivement des critères sur est-ce que l'aspect formel me plaît, est-ce que fonctionnellement c'est ce que je veux, si c'est un casque audio. Il va y avoir tout un tas de paramètres techniques qui vont être pris en compte, mais du coup, tu vas venir rajouter ce paramètre-là et tu vas pouvoir, le client va pouvoir pondérer en fonction de lui, de ses besoins et de ses envies et de à quel point il est sensible à cette question-là. En tout cas, tu vas pouvoir l'aider dans son processus de vente, Oui, ce que tu fais pas autrement. Mais encore une fois, ça nécessite que on repense le et même parcours de vente et qu'on mette la structure en place pour qu'il soit en capacité de prendre la décision et donc de et même développer peut-être dans le delivery ensuite, comment il est livré? Est-ce que absolument. je le prends en main propre dans un seul endroit, Orange, et puis c'est moi qui me déplace, peut-être au lieu qu'on me le livre avec tout le carton, tout le plastique qu'il y a autour. Mais
Et en effet, moi je trouve jusqu'à que gérer la deuxième vie des accessoires, les récupérer. Et donc en fait, on peut aller très très loin et en rentrer en fait c'est ça, économie circulaire. Ouais. ouais, c'est une grande pelote de laine qu'on. En fait, toi, tu vas aider justement à dire oui, mais vous avez peut-être pas pensé à ça, tu vois, là, même juste là, en répondant à ce que je te dis, moi, j'avais peut-être une vision, ok, un peu simple, mais au final, tu te rends compte qu'il y a plein d'aspects que tu peux optimiser pour que ça ait des impacts positifs. C'est ça. Et Et donc, certaines on voient en des est en opportunités. train. Certaines voient des opportunités business en plus. Donc, parce qu'il faut pas oublier que nous, on est toujours en quête de développement de business Ouais, supplémentaire. Et donc, la RSE est est vraiment un volet de développement de business en économie circulaire. Et donc, on parlait de la seconde vie et de la manière dont on va récupérer des objets. Il y a toujours à aller chercher des nouvelles opportunités. Et ça fait partie aussi des choses que les gens n'ont pas forcément dans leur radar. bah, Parce bien que, sûr. Moi, je, je prends mon exemple là. Il faut que je renvoie ma box à Orange. Ben, au final, peut-être à une certaine époque, on l'a laissé à la maison et on attendait pendant 10 ans. Et puis au final, on l'achetait dans les déchets électroniques à la déchetterie pour ceux encore qui avaient cette action-là, ou sinon ça allait à la poubelle. oui, d'ailleurs, tu sais peut-être pas qu'une box chez Orange, elle fait entre 5 et 6 foyers différents en moyenne. Ah ouais, non, je savais pas, c'est incroyable. Tu vois, cet aspect-là, il est travaillé. Si on n'y pense pas et qu'on le propose pas et enfin qu'on n'élabore pas cette proposition de valeur-là dans notre modèle d'affaires, bah finalement, ça Ouais, marche pas, mais quoi. ça. Et en effet, j'ai fait comme ça un podcast avec Cindy Renard, qui fait partie d'une agence de conseil qui s'appelle Digilytics. Et son travail, c'était souvent, elle allait sur des projets où en fait, il y avait des assets qui étaient présents, mais et personne ne savait quoi en faire en fait. Il y avait, donc tu vois, c'était Renault qui avait plein de voitures mais qui les utilisait pas. Comment on peut les utiliser ou comment on peut les optimiser, comment on peut. Et donc voilà, l'idée que c'est par le design thinking, par l'innovation, on va essayer de trouver des solutions pour que ces assets qui sont sous-utilisés puissent demain peut-être être un relais de croissance pour l'entreprise. Donc en fait, toi, il y a aussi un petit peu cet aspect-là, enfin même totalement, mais avec une vision, en tirant la pelote de laine de l'éco-conception et du design circulaire Ouais, en fait, mais et de par contre, l'économie circulaire. c'est ça, Mm. mais en fait, dans le processus de design et dans l'approche qu'on propose, on touche au volet business, usage, techno, comme dans le design thinking. Donc, c'est juste qu'on va les mettre finalement en tension avec les limites planétaires et avec les impacts Donc, sociaux. En fait, l'erreur contre laquelle je me bats et qu'on trouve un peu trop fréquemment, c'est qu'on traite le volet RSE ou le volet ESG euh, à part ou en parallèle, alors qu'il doit être partie intégrante du processus global. Et bien sûr. l'exemple que je prends souvent, c'est que si le marketing fait son modèle d'affaires en faisant un business model Canva traditionnel, il va pas se mettre en tension, il va pas faire un circular Canva ou un business model Canva circulaire. Donc, il va réfléchir son business sans prendre en compte les limites planétaires ou les impacts sociaux. Et donc, du coup, si nous, on doit intervenir plus tard dans le processus, il y a des chances qu'on remette en cause ce qui a été élaboré. Et donc, ça doit vraiment être intriqué dans le processus global. Et c'est pareil pour la technique et c'est pareil pour les usages. Et Et c'est voilà. là où, ouais, c'est là où justement, toi, en préparant notre échange, tu as voulu vraiment qu'on mette en avant la partie, le shift culturel et opérationnel. Mm. Et donc là, tu l'expliques, en fait, on a des templates, Business Canva, on a plein de templates connus et reconnus depuis des années, mais qui en fait ne prennent pas en compte justement cette notion de circularité et d'éco-conception. Et c'est là où toi, en fait, ton travail, c'est aussi d'aller chercher ces personnes qui sont euh, à la naissance de ces projets pour leur dire, mais faites-le naître peut-être avec cette vision-là en plus.
Exactement, les outils de design circulaire, en fait, le design circulaire, c'est la prolongation du design thinking, hein. D'ailleurs, les deux ont été élaborés par l'agence IDEO et par Tim Brown. Et donc, dans les outils de design circulaire, il y a beaucoup d'outils de design thinking qui sont twistés pour justement prendre en compte les limites planétaires. Donc, ça va être des outils qui sont déjà pratiqués et connus par les gens qui pratiquent le design thinking. C'est juste que l'outil, on va le twister dans cette direction-là. Ce qu'on fait de plus dans le design circulaire aussi, c'est que on a une approche qui est systémique. Et donc, on va regarder l'ensemble du système autour de l'utilisateur ou autour du produit du service. On va pas être focus que sur l'usage. On va regarder l'ensemble du cycle de vie. On va aussi regarder et donc dans la pratique de design traditionnel, on regarde que la phase d'usage, mais nous on va regarder tout ce qui se passe sur l'ensemble du cycle de vie. Donc depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la seconde vie dont on parlait tout à l'heure. On va aussi envisager les répercussions et les impacts sur le temps long, c'est-à-dire que dans le design traditionnel, on va plutôt regarder comment le produit va possiblement impacter plutôt à court terme et dans le meilleur des cas à moyen terme. Mais donc nous, on va regarder sur le long terme parce que l'idée, c'est de proposer des produits et des services durables. Du coup, ils vont devoir raisonner dans un futur assez lointain et donc il faut qu'on observe les tendances sociétales, les tendances technologiques et donc on regarde comment ça va résonner plus tard. Et d'ailleurs, on convoque systématiquement le design fiction dans le processus de design circulaire, justement pour pouvoir se projeter sur ces temps longs. Donc, on change quand même pas mal le paradigme et la manière de faire les choses, mais en s'appuyant, comme tu le disais, sur pour partie un set d'outils qu'on va juste twister. Et justement, le juste twisté, moi, ça qui m'intéresse peut-être pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un twist assez évident dans la méthode du design thinking sur un atelier que tu apprécies particulièrement? Et peut-être après nous dire peut-être vers comment on peut trouver l'ensemble de ces ateliers ou de ces explications d'ateliers? Est-ce qu'il y a un lieu, enfin, est-ce qu'il y a un site internet, un lieu comme ça, une bibliothèque de tous ces twists du design thinking version éco-conception, design circulaire? Alors oui, J'aime bien poser plein de questions, je suis désolé. non, je t'en prie. Alors, déjà, nous, on a construit des outils de notre côté, mais il y en a plein qui sont disponibles sur Internet. Nous, on a agrégé tout ça, j'en parlais tout à l'heure, dans une toolbox qui contient un peu plus de 150 outils de design thinking circulaire, on va le dire comme ça, dont certains sont twistés des outils de design thinking. Et l'exemple que je prenais tout à l'heure avec le Circular Canvas, qui est un outil qui est proposé par Circulab et un business model Canvas circulaire où on va avoir la même structure que le business model Canvas, donc avec la proposition de valeur au centre, les assets à gauche, les clients à droite, mais on va avoir les impacts qu'on va avoir en amont et en aval du processus. Et donc, on va aller justement questionner les limites planétaires, donc la prédation sur les ressources naturelles, la pollution, la consommation énergétique, qui vont venir s'inviter dans ce business model Canva. Et dans le business model Canva, sur le travail qu'on va faire sur l'identification des partenaires, qu'on va prolonger d'ailleurs dans un autre outil après plus tard qui s'appelle la Partner Map. Mais en tout cas, dans la partie partenaire, on va peut-être pas identifier les mêmes partenaires dans l'ensemble des parties prenantes parce qu'on ne se sera pas posé les mêmes questions dans ce processus d'élaboration de proposition de valeur. Ok. Ça répond à ta question ou c'est... Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, euh, et donc ensuite, pour continuer d'innover dans ce sens, tu mettais en avant aussi le fait d'adapter la gouvernance et le pilotage pour conduire ce changement. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment toi tu vois les choses? Et j'imagine que c'est aussi peut-être à l'échelle d'une entreprise aussi importante qu'Orange. Mais voilà, comment
quel est toi ton regard sur cet aspect et comment toi tu fais changer les choses, tu essayes de faire changer les choses pour la gouvernance et pour que eux puissent évoluer, quoi. Oui, bah en fait, j'ai élaboré un set de conditions de succès en fait pour qu'on arrive à mettre en œuvre ce genre de démarche et que je présente aux décideurs qui sont soit les commanditaires, soit les gens qui sont derrière les commanditaires que je rencontre, de manière à essayer de débloquer des situations. Donc il faut que, en fait, ils comprennent tu le disais tout à l'heure, hein, il y a un chiffre culturel à opérer, donc qui Mmh. passe quand même par une compréhension globale des enjeux, une compréhension des enjeux écologiques, sociaux et sociétaux qu'on a derrière chaque décision qu'on va prendre dans notre processus de conception chaque jour. On a des enjeux d'ordre de grandeur, on a des notions ou des concepts qu'il faut intégrer, comme les notions de transfert d'impact, par exemple, quand on va essayer de travailler pour réduire un impact à un endroit et finalement on va empirer la situation sur autre chose. Ce qu'on a pour habitude de faire, parce que la plupart des entreprises sur la dimension écologique, ils sont focus sur la réduction de carbone et le CO2, ce qu'on appelle le Carbon Tunnel Vision. Et malheureusement, quand on touche à un critère, il y a un effet domino qui se met en place. Et si on regarde pas les autres critères qu'on bouge, on va générer, voilà, on va améliorer d'un côté, mais on peut avoir plein d'externalités négatives, pardon, par ailleurs. Et donc ça, il faut s'obliger à le regarder. Mais pour revenir à des choses plus basiques, plus prosaïques, c'est déjà se donner pour les équipes projets les moyens à la fois temporels et financiers de mener ces changements-là, hein, parce que depuis tout à l'heure, ce dont on parle, hein, c'est la conduite du changement, c'est de la transformation des manières de faire. Et ça se fait pas tout seul, donc il faut accompagner les gens dans la formation, il faut accompagner les gens dans leur laisser le temps de mener ces réflexions-là. Et ça, c'est valable aussi pour le design thinking et pour tout le problem solving en général, hein. Parce qu'on peut pas toujours dans des environnements qui sont plutôt techno-push où on saute directement sur la solution. Donc là, il y a nécessité de convaincre que c'est nécessaire de le faire. Et puis le nerf de la guerre, hein, il y a toujours une histoire budgétaire. Si on dit qu'on a une ambition de neutralité carbone en 2040, comme c'est le cas pour Orange, ou qu'on a une ambition de justice sociale numérique, bah, il faut se donner les moyens. Et ça nécessite de l'argent. Et dans la programmation budgétaire qu'on fait chaque année, souvent c'est pas pris en compte et les équipes projets bah, se retrouvent à court de moyens pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement de notre Ouais. part. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment dommage. Mais les choses sont en train de se mettre en place d'un point de vue gouvernance petit à petit, mais on a connu quand même quelques années difficiles de ce point de vue-là. Une dernière ponctuation pour t'informer que toi aussi, en tant que designer ou researcher, tu peux devenir membre du Design Club pour accélérer ta carrière et avoir accès à des opportunités uniques. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global et via les liens en description de l'épisode. Merci de ton attention et bonne écoute. Ouais, bien sûr. Bon, Et après, puis, je pense que toutes les entreprises se sont un petit peu reconcentrées post-Covid sur certaines choses. Et bon, c'est voilà, ça. malheureusement, il y a peut-être des choix. Mais le changement, si on l'espère, il faut le financer. Il n'y a pas de baguette magique malheureusement pour que ça se Ouais, il passe faut tout le seul. financer. Et, c'est sûr, c'est sûr. Il faut le financer. Et à la fois, justement, peut-être que j'imagine que ton rôle, c'est aussi d'aller chercher bah, toutes ces externalités positives. Euh, je sais que il y a tu m'avais parlé de cet exemple qui m'avait pas mal marqué la dernière fois qu'on avait échangé, c'était sur le fait des câbles sous-marins qui sont donc, bah, sous l'eau et entre l'Afrique l'Afrique et l'Europe, et Surtout. qu'en fait, bah, d'ailleurs partout, voilà, On déploie on des pourrait câbles se poser, partout. voilà, on pourrait se poser des questions de l'impact écologique Mm. de ça, et au final, on se rend compte que si on, je crois que c'était ça, si on y positionne aussi des grosses pierres de ciment, etc., en fait, on pouvait recréer potentiellement des coraux ou un environnement positif
pour les poissons et pour la faune et la flore. C'est ça, c'est un autre. Je sais pas si on dit comme ça pour pour la vie sous-marine, mais voilà, en tout cas l'idée de recréer une vie sous-marine grâce à ça, ce qui n'était pas prévu de base, quoi. Non, ce qui est jamais prévu si on se pose pas des questions, et c'est tout l'intérêt de mener ce genre de démarche. Mais donc oui, effectivement, là, ce que tu évoques, c'est un autre modèle de business model à impact, qui est le business model à impact régénératif, donc pour la régénération des écosystèmes, où on va essayer d'avoir un bilan net positif sur la biodiversité. Donc ça veut dire que il faut que quand on fait la somme des impacts négatifs, des externalités négatives qu'on a sur la biodiversité et des externalités positives sur la biodiversité, il faut qu'on soit au-dessus de 0. Et donc effectivement, on va aller voir à quel moment de notre chaîne de valeur on a des opportunités pour régénérer des écosystèmes. Et donc effectivement, quand on est Orange Marine et qu'on tire les câbles sous-marins, il se trouve qu'on a un bateau qui sillonne les mers, donc on peut utiliser ce moyen de transport pour avoir des actions positives pour les écosystèmes marins. Et il se trouve que c'est ce qui se fait chez Orange Marine, mais on pourrait prendre d'autres exemples sur le terrestre ou l'aérien. On a nos techniciens qui sont perpétuellement sur les routes pour entretenir les réseaux et qui sont sur des pylônes. On sait que voilà, on est à l'aube de la 6e extinction de masse. La biodiversité s'effondre. On a perdu 80% des insectes, 58% des vertébrés à cause des activités humaines. Donc, il faut qu'au quelque part on régénère, et ces techniciens qui sont en haut des pylônes, ils pourraient par exemple installer des nichoirs pour les oiseaux, puisque les oiseaux cavernicoles aujourd'hui ne trouvent plus d'endroit pour nicher. Les mésanges par exemple, dont on a besoin et qui font partie des pollinisateurs, si on peut les aider, c'est bien. C'est pareil pour les chauves-souris. Donc on a des gens sur les routes, on a des gens qui sont sur des pylônes en hauteur. Donc de la même manière que quand on va plonger un câble sous-marin, on pourrait imaginer de faire des choses en s'appuyant sur nos techniciens d'intervention. Et voilà, quand on fait une intervention, poser un nichoir sur un pylône, ça prend quoi, quelques minutes, et ça va pas lui prendre beaucoup de temps sur son intervention. Donc voilà, on va pouvoir avoir à moindre coût un impact positif. Ok, bah écoute, on espère que toutes ces bonnes idées que tu as et que vous poussez, j'imagine, côté ESG et by design, c'est ça, ça puisse être entendu un peu partout, à la fois chez Orange, mais aussi chez tous ceux qui nous écoutent, pour que ça puisse faire sens pour le vivant. Et donc, écoute, on arrive sur la fin de l'échange, Pierre-Olivier. Déjà, ouais, on a encore beaucoup de choses à dire. Ça va vite. Est-ce que justement, peut-être pour un peu conclure cette partie-là, est-ce que tu peux nous mettre un petit peu en avant justement les 2-3 derniers sujets dont tu voulais discuter? Ouais, il y a un sujet, en tout cas une difficulté dont on n'a pas parlé, qu'on a effleuré, c'est la dimension systémique qui se heurte souvent dans des organisations comme la nôtre à des organisations très silotées, avec des décideurs qui sont à droite à gauche et qui discutent pas forcément entre eux. Pour reprendre l'exemple du portail tout à l'heure, le sourcing des accessoires se fait dans une direction avec des acheteurs qui est pas la même que la direction UX design de la personne qui est en charge de l'interface. Et les interlocuteurs que j'ai en face de moi, ils ont pas forcément la main sur le reste de l'écosystème au sein de l'entreprise, et du coup c'est compliqué de bouger les lignes parce que il faut remonter suffisamment haut dans l'organisation. Il faut réussir à coordonner
quelque part contre l'organisation et de mettre autour de la table des gens qui discutent pas forcément entre eux et de les faire s'aligner sur une même vision et des objectifs communs, ce qui est pas toujours simple à faire. Et là, on rejoint notre problématique du facteur humain qu'on n'a pas beaucoup abordé aussi, j'ai évoqué très rapidement tout à l'heure. Mais faire travailler dans une même équipe des gens qui n'ont pas le même niveau d'éco-conscience, c'est pas forcément évident. Donc du coup, faut trouver des subterfuges pour que quelqu'un qui est moins éco-conscient qu'un autre arrive quand même à adhérer à ce projet-là et à aller dans le bon sens et à le faire aligner sur des objectifs mieux-disants d'un point de vue écologique et social. Donc ça fait quand même partie des difficultés qu'on a et sur lesquelles nous on a travaillé. On a fait pas mal de user research pour comprendre quels sont les imaginaires, quels sont les biais cognitifs, comment les gens se projettent par rapport pour à déconstruire parfois certaines Oui, visions et absolument. les aider à prendre conscience par eux-mêmes, parce que souvent comme ça, c'est pas vraiment en écoutant les autres, mais c'est plutôt parfois c'est ce qui marche le mieux. ça fait partie aussi de ça. Mais j'imagine que tu dois essayer d'organiser parfois des rencontres impromptues, mais que toi, tu as bien prévu entre des gens pour qu'ils puissent échanger et, et qu'ils puissent se mettre d'accord sur, bah, tenez, ayons une vision complète. Et donc, toi, vraiment, l'objectif, c'est vraiment, je pense, d'aller traverser tous ces silos pour que les gens se rencontrent et échangent. Ça fait partie effectivement du job, mais tu parles de déconstruction et c'est un sujet qu'on n'a pas abordé non plus. On a évoqué depuis tout à l'heure le chiffre culturel, mais nous, tu vois, chez Orange, on a, enfin dans toutes les entreprises, on a à déconstruire le paradigme de création de valeur qui aujourd'hui est vraiment focusé sur le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'entreprise. Et on n'est pas des Moi, le activités. premier. Hein. Non, mais on n'est pas des activités philanthropiques. Évidemment, il le faut, mais comme je l'ai un peu démontré tout à l'heure, en faisant ça, on peut quand même avoir on peut aller chercher des impacts positifs. Et donc, il y a quand même, on peut créer de la valeur pour l'entreprise au-delà de l'argent en créant une meilleure image de marque. D'ailleurs, la marque Orange, elle a une valeur financière. Donc si on améliore l'image de marque, notamment avec la RSE, on va améliorer la valeur de la marque Orange, là aussi, y compris d'un point de vue financier, mais on va améliorer l'employabilité d'Orange et attirer les jeunes talents. Et on va pouvoir aller, voilà, et aussi créer de la valeur, comme je le disais, pour les clients, pour les non-clients et même pour l'ensemble du vivant. On parlait des mésanges ou des choses. C'est tout bête, mais et donc voilà. Et je voudrais juste finir. Et donc il y a un autre sujet sur lequel il faut qu'on fasse une déconstruction, c'est la manière dont on appréhende la technologie, qui est aujourd'hui, en particulier nous chez Orange, vu sous son aspect vraiment high-tech. Et là, moi, j'invite vraiment à lire Philippe Biwix, qui parle de techno-discernement, de convoquer les high-tech vraiment quand c'est pertinent au bon moment, et sinon, de regarder des solutions alternatives qui, pour certaines, vont être low-tech. Et donc, il y a ça aussi à faire. Et on a des réflexes préconditionnés, nous, chez Orange, avec la culture ingénieur et techno-push qu'on a, qui font qu'il y a tout un volet de possibilités de solutions qu'on va pas aller chercher parce qu'on n'est pas culturellement câblé pour ça. Et donc, dans le processus de déconstruction dont tu parlais, nous, ça fait partie des choses qu'on va essayer d'amener. Et il y a tout un travail à faire sur faire ce pas de côté, de penser out of the box et d'essayer de sortir de ce carcan culturel qui est finalement un carcan limitant en termes d'innovation. Ouais, et justement, ce que j'allais dire sur la déconstruction sur cet aspect-là, tu vois, moi, je me dis, quand tu m'as expliqué là, cet aspect de câble marin, j'y retourne toujours, je suis désolé, mais tu vois, je trouve que dans la perception de la marque, ça peut être fou de se dire, tu vois, d'avoir, je sais pas, je te dis ça comme ça, une publicité sur, tiens, bah, on installe des câbles marins. On pourrait penser que, bah, en effet, c'est pas ultra positif, mais regardez en fait ce que ça donne. Et là,
je sais pas, un chant de coraux, tu vois, un truc. Je te dis pas que c'est la réalité, mais en fait, je trouve que tu vois, visuellement et tout, ça a plus d'impact de se dire, bah tiens, moi j'ai envie de choisir Orange pour toutes ces externalités positives qu'ils peuvent faire. Et en effet, bah, ça coûte peut-être 39 euros au lieu de 19 euros chez Y, mais au moins, j'ai aussi, j'ai aussi mon impact, en tout cas, choisi mes entreprises à impact. Et tu vois, on le voit bien aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui choisissent des chaussures. Je crois que c'est Fago, là, je crois qu'ils font des chaussures avec du plastique végétal. Euh, on voit bien la réussite d'une marque comme, ça y est, je l'ai plus, canadienne, qui font des doudounes. Bref, ils font des trucs à impact positif. Patagonia. Voilà. Patagonia, voilà, c'est ça. Les gens vont de plus en plus normalement vers ce type d'entreprise aussi. Alors, c'est peut-être ceux qui ont, peut-être un peu parfois les bobos qui ont un peu d'argent, mais malgré tout, ça fait sens, quoi. En tout cas, peut-être qu'ils en achètent une au lieu d'en avoir trois, des doudounes, quoi. Et on sait qu'elle dure dans la durée, quoi. Enfin, qu'elle est là dans la durée, quoi. Elles sont plus durables, ouais, absolument. J'aurais plein d'autres marques à te donner, et d'ailleurs des meilleures marques de chaussures que Fago, Ouais, non, mais je te dis, je crois que j'avais non, mais ils font partie Veja, c'est Veja. Je des crois que c'est acteurs Veja. engagés, ouais. Je crois que c'était Veja, c'est eux que j'avais en tête. Donc, donc voilà, donc en effet, c'est des très belles externalités et c'est comme ça qu'on attire des talents aussi, surtout sur les nouvelles générations qui prennent de plus en plus conscience de la situation. Bon, bah, super, Pierre-Olivier. Écoute, on arrive sur la fin et justement, tu me parlais de recommandations, de livres, de choses à lire. Quelles sont, toi, tes recommandations? Et justement, tu peux peut-être répéter celui que la personne que tu as cité, mais est-ce que tu as d'autres recommandations, à la fois de lecture ou peut-être de sources d'informations? D'un fois, tu m'avais parlé aussi d'une vidéo sur YouTube. Euh, Ouais, alors dans les choses anciennes pour vraiment avoir une compréhension globale de ce que c'est que le design à impact, il faut relire Victor Papanek, Design for the Real World, qu'il a écrit en 71, hein, à l'époque du rapport du Club de Rome, là, Limits to Growth. Donc en fait tous ces sujets-là ils sont assez anciens et il y a donc voilà il y a des écrits de l'époque qui sont d'une grande actualité, j'ai envie de dire. Donc effectivement je viens de parler de Philippe Biwix, tu as peut-être vu qu'il a sorti une bande dessinée qui s'appelle Ressources, que je vous invite à lire. Juste la bande dessinée est magnifique, il a travaillé avec un dessinateur, un illustrateur, et c'est assez magique. Donc il explique dedans qu'on est sur une planète à ressources limitées et qu'il va falloir en prendre conscience. Et donc Biwix, juste pour ceux qui nous écoutent, ça s'écrit Bihouix. Voilà. Je l'avais écrit avec un WIX. aussi, Voilà. sinon au-delà de la bande Ça dessinée, marche aussi. il a des livres sur les low-tech que je vous invite aussi à lire. Okay. On parle de BD, donc il y a évidemment la bande dessinée de Jean-Marc Jancovici qui a été numéro 1 des ventes, donc probablement que vous en avez entendu parler. Effectivement, quand on s'était parlé, je t'avais parlé de la vidéo sur les imaginaires d'Arthur Keller. Donc là, c'est si vous avez 25 minutes à consacrer aujourd'hui à un sujet, je pense que pour comprendre les enjeux écologiques, en fait, les limites capacitaires de la Terre et ses limites à régénérer les écosystèmes, donc ce qu'on appelle la biocapacité et nous l'impact de l'humanité, voilà, c'est il y a 4 imaginaires dans lesquels les gens sont, et donc ça vous permettra de situer les gens autour de vous, vos amis, votre famille et les interlocuteurs professionnels avec lesquels vous allez être, et de savoir si oui ou non ça vaut la peine d'avoir une discussion. Et pour spoiler un peu, il y a un des imaginaires qui sont les technosolutionnistes.
donc qui croit que voilà que on va tout résoudre avec la techno. Il y a un autre imaginaire qui sont les illimitistes, qui pensent que on va pouvoir continuer une croissance infinie Ouais. dans un monde fini. Mais je vous laisse découvrir ça. Il explique ça beaucoup mieux que moi. Donc Arthur Keller, c'est un dynamicien des systèmes. C'est le plus connu qu'on ait en France, Ok. qui fait le lien entre toutes les disciplines qui touchent l'écologie, et qui sont très nombreuses. Trop bien. Merci Pierre-Olivier. Est-ce que pour finir, tu as un film et un album de musique à nous recommander? Ah, le film, bah, j'ai le film un peu bateau que tout le monde a dû probablement voir de Netflix, dont le titre m'échappe là, mais tu vas m'aider, Paul. Avec DiCaprio. C'est ça. DiCaprio. Attends, DiCaprio. Netflix. Où les scientifiques Don't Look Up. Donc le cap, Ne merci. regardez pas en haut. Ouais. Voilà. Où les scientifiques Incroyable. essaient d'alerter Film sur la incroyable. situation avec des gens, des politiques en face de lui qui sont dans le déni ou dans l'évitement. Ouais, et puis toute la société de l'entertainment Mm. qui a besoin d'entertainer entre guillemets les gens et de pas et de pas trouver de solution. Et c'est la problématique de ça en fait, trouver des solutions avant que ça nous tombe dessus. Ça nous est déjà tombé dessus malheureusement, mais en tout cas il faut Ouais. qu'on limite la casse, ouais. Et pour l'album de musique, Chaka Ponk évidemment, à la fois parce que c'est super rock, parce que je les adore, et puis parce que à ma connaissance ce sont les seuls artistes qui décident d'arrêter le groupe et leur carrière, en tout cas de faire des concerts pour raisons écologiques, et qui à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion de faire un concert avaient un discours engagé, soit dans les arènes, je crois que c'était de Nîmes, où ils ont eu un discours sur la tauromachie. Donc voilà, et voilà, et leur dernier concert effectivement où ils ont eu un discours encore extrêmement engagé. Donc en tout cas, c'est les seuls artistes que je connaisse qui font à la fois du bon son et en même temps qui essayent de montrer la direction à suivre pour les autres artistes. Trop bien. Merci Pierre-Olivier, c'était un vrai plaisir. Merci de nous ouvrir l'esprit et de nous expliquer que c'est possible, parce que chez Orange, vous le faites, d'avoir une vision de design circulaire. La circularité, moi je trouve ça, c'est vraiment passionnant, je trouve. On m'a ouvert les yeux, moi, avec Anna Asensio, quand qui m'a expliqué ça il y a 1 an. Et là, Pierre-Olivier, tu reprends ce flambeau et je te remercie. Et donc, j'invite tout le monde à découvrir et à surtout mettre en avant cette pensée et à l'intégrer dans leur façon de travailler, la circularité globalement économique, de design, etc. Donc, merci beaucoup. Et puis, écoute, on continue de se suivre sur les réseaux. Je te souhaite le meilleur pour la suite. C'était un plaisir, Paul. Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois, et merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de ces sujets-là. On n'a pas parlé de beaucoup de social finalement et de responsables, mais on a fait un focus écologique, mais c'était très bien. J'ai l'impression qu'on peut en faire plusieurs épisodes là. J'ai l'impression que tu as plusieurs épisodes sous le bras là. Merci à toi. Merci Salut. à toi. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. L'expérience à vos côtés est incroyable et je vous en remercie chaleureusement. Si tu veux aller plus loin, je te laisse m'ajouter sur LinkedIn. Je serai ravi de pouvoir débriefer avec toi des épisodes. Allez, le club ferme ses portes. J'espère que vous avez apprécié le moment et on se revoit très très vite.